L'histoire d'Instagram commence et se termine avec Facebook. En 2004, alors que Mark Zuckerberg recrute ses premiers employés, il s'approche d'un étudiant encore à l'université, Kevin Systrom, pour créer une fonctionnalité de partage de photos dans Facebook. À l'époque, j'ai demandé conseil à mes mentors et ils m'ont tous dit que Facebook n'était qu'une mode sans lendemain. Il refuse alors l'offre pour rejoindre Google. Il s'intéresse énormément au même moment à sa passion, la photographie. On est maintenant en 2009. Pour le contexte, c'est à cette même période que Facebook commence à exploser et que Twitter voit le jour. Pris par l'engouement, même avec le peu d'expérience en codage qu'il a, Kevin Systrom se dit « Moi aussi, je vais développer ma propre application ». Il crée alors son app Bourbon, qui fait directement référence à son alcool préféré, le whisky. Bourbon permet aux utilisateurs de faire des recherches sur des lieux de sortie, de préparer ses virées entre amis et de poster les photos de ses rendez-vous. Oui, c'est assez compliqué de comprendre l'application, mais Kevin est plutôt content de cette première itération. C'est quelques semaines après, en mars 2010, lorsqu'il profite d'un événement pour les startups dans la Silicon Valley, qu'il arrive à convaincre des investisseurs de lui donner un budget de 500 000 $ pour investir dans Bourbon. Comme je l'ai dit, c'est l'époque du début des réseaux sociaux. Et quand ces investisseurs voient une application qui a le potentiel de concurrencer Facebook, MySpace et Twitter, il y en a certains qui se disent que c'est une opportunité en or. Et grâce à ces fonds, il a pu quitter son travail, embaucher d'autres personnes et se consacrer au développement de l'app. Il recrute au même moment Mike Krieger, un ancien ami d'université qui devient son associé sur ce projet. Mais il reste un problème majeur à Bourbon. Même après plusieurs mois, l'application possède à peine 100 utilisateurs et a du mal à séduire. Kevin fait alors la chose la plus brillante, il pose une question à ses utilisateurs de ce qu'ils aiment dans Bourbon. Les réponses sont très simples. Ils s'en foutent des fonctionnalités de fixer des lieux de rendez-vous, etc. Ce qu'ils aiment le plus, c'est le partage de photos. Ok, le partage de photos, intéressant. Mais on peut déjà partager des photos avec Facebook. Le problème, c'est que ces photos se noient sous la quantité de messages qui sont envoyés par les utilisateurs. Et si je crée une application qui permettait uniquement de partager ses meilleures photos? Kevin se lance alors sur une refonte visuelle de Bourbon. Il change les couleurs pour un bleu et blanc. Il change aussi le logo et le nom pour vraiment donner ce nouvel aspect de partage de photos. Telegram pour la notion de partage et Instant pour image qui représente le moment présent. Ok, Instagram. Tout fier de son idée, il en parle très vite à sa petite amie qui dit qu'elle n'oserait probablement pas partager ses photos car elles ne seraient pas aussi belles que celles de ses amis. Mais pour Kevin, c'est une croyance un peu stupide. Si beaucoup de photos sont belles, c'est surtout parce que derrière, le photographe ajoute des filtres sur la photo. À quoi sa copine lui répond « Tu devrais ajouter des filtres alors ». Eh mais, c'est vrai ça, à l'époque il n'existait pas encore d'application qui permettait d'ajouter des filtres si rapidement et de publier dans la foulée. Grâce à son expérience sur Photoshop, en quelques heures, Kevin crée une dizaine de filtres qui peuvent s'ajouter sur un simple clic sur les photos qu'on sait publier sur Instagram. Et en moins de 8 semaines de travail avec Mike, ils ont une application prête. Ils ont confiance, car en juin de la même année, un tout nouvel iPhone vient de sortir, et avec lui, un tout nouvel appareil photo. Et de plus en plus de monde commence à utiliser des smartphones. Le 6 octobre 2010, Instagram est lancé sur l'App Store. Mais tout se passe pas comme prévu. Le lendemain de la publication d'Instagram sur l'App Store, elle fait 25 000 téléchargements. En moins d'une semaine, elle est à 100 000. 2 mois après, elle a 1 million d'utilisateurs. Et quand elle sort en 2012 sur Android, elle est téléchargée 1 million de fois en 24 heures. Sauf que Kevin et son équipe, ils ne s'attendaient absolument pas à avoir autant de succès si vite. Au début, ils ont même eu beaucoup de soucis de serveurs qui tombaient en panne. Et le problème s'aggrave encore plus quand les célébrités commencent à rejoindre la plateforme, comme Justin Bieber qui fut l'une des premières, et avec lui, des milliers d'adolescentes qui téléchargent l'application. Ils ne sont déjà 2 millions d'utilisateurs alors qu'ils ont une équipe que de 4, en comprenant Kevin et Mike. C'est extrêmement compliqué en ce moment pour eux, car en plus du nombre d'utilisateurs qui grossissait de jour en jour, il fallait aussi modérer les contenus postés. Il réussit à faire grandir son équipe jusqu'à 13 personnes. Et au même moment, il assoit son autorité comme patron d'un réseau social. Ce statut lui permet de rejoindre des événements réservés aux célébrités. Mais pour lui, tout ça arrive très vite, et il ne connaît pas forcément le milieu. Par exemple, pendant une soirée, il échange avec une fille, qui lui dit qu'elle s'inquiétait car elle voit des messages passer autour de la dépression et des troubles alimentaires. Et quand elle montre à Kevin son compte Instagram, il voit des millions d'abonnés. Cette fille qui s'inquiète, c'est Ariana Grande, mais il n'en avait jamais entendu parler. Kevin, à ce moment, commençait à se sentir dépassé par les événements. Alors que de plus en plus de célébrités rejoignaient Instagram, il remarque qu'elles agissent de plus en plus comme des vitrines et que de plus en plus de personnalités se faisaient payer par des marques pour poster des photos sur leurs produits. Alors que lui, au début, imaginait simplement une application pour partager des photos, malheureusement Instagram devenait un vrai réseau social avec les dérives qu'on lui connaît. Kevin ne s'y attendait absolument pas, et le problème c'est qu'il avait autre chose à gérer. Car il y a un autre problème qu'il n'a pas eu le temps de traiter, comment monétiser Instagram. Nous sommes en printemps 2012. Mark Zuckerberg envoie un message à Kevin et dit « Je veux acheter votre entreprise ». Il propose 1 milliard de $. Il dit à Kevin que grâce aux ressources de Facebook, il pourra amener Instagram à un niveau supérieur. Sans oublier de dire ce que Kevin veut entendre. Instagram restera totalement indépendant de Facebook.
Kevin est conscient que Facebook, qui au même moment a 10 fois plus d'utilisateurs qu'Instagram, pourrait aider son application à se développer plus rapidement. Mais vous vous rappelez des problèmes évoqués plus tôt? Facebook a l'infrastructure et l'expérience comme la possibilité d'utiliser leur serveur, les outils de modération et surtout un moyen de monétiser l'application. Mark Zuckerberg lui aussi fait comprendre une chose, si Kevin refuse l'achat, Facebook fera tout pour écraser Instagram. Il faut aussi saluer les talents de Zuckerberg sur ce coup-là car il est l'un des premiers à mettre aussi cher pour acheter une application mobile. 1 milliard, ça paraît délirant à l'époque pour un petit réseau social. Mais son achat est rentable car il a généré 48 milliards de dollars en 2021 grâce à Instagram et tout autant en 2022. Lors de son rachat par Facebook, l'application Instagram était bien différente de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et tout découle d'une guerre froide qui a commencé en interne entre Mark Zuckerberg et Kevin Systrom. Le modèle économique d'Instagram était axé sur l'esthétique et contrastait fortement avec tout ce qui a représenté Facebook. Moins axé sur la technologie que sur la psychologie, sur ce que les gens ressentaient. Les cofondateurs voulaient changer le monde, ou du moins la façon dont les gens voyaient le monde, de la même façon que la perspective linéaire a changé la peinture et l'architecture à la Renaissance. La stratégie de Facebook, quant à elle, était beaucoup plus axée sur les données que sur les moments culturels. Facebook cherchait à avoir de plus en plus de données sur ses utilisateurs pour voir ce qu'ils voulaient réellement et leur donner encore plus. Au début, la façon dont Instagram et Facebook géraient les business reflétait bien la différence fondamentale entre les deux fondateurs. Systrom, c'était quelqu'un de compétitif qui cherchait toujours à atteindre la perfection. Par exemple, quand il était enfant, un jour son père lui avait acheté un gant et une balle de baseball. Mais avant même de commencer à jouer, Systrom est parti à la bibliothèque de sa ville pour chercher un livre sur les techniques de lancer et a commencé à apprendre. Zuckerberg, quant à lui, était plus déterminé à faire les choses mieux que quiconque, parce qu'il voulait toujours gagner. Il aimait beaucoup les jeux de stratégie, comme par exemple Risk, et sa stratégie à chaque fois c'était de gagner à tout prix. Par exemple, une fois qu'il avait perdu au Scrabble contre quelqu'un, il avait essayé d'inventer un logiciel de triche. D'un côté, on a le passionné avec l'esprit de compétition, et de l'autre, on a l'obsédé par la victoire. Systrom s'en foutait de construire le plus grand réseau social. Il voulait créer un endroit où les personnes les plus intéressantes, qui étaient les meilleures dans ce qu'elles faisaient, pouvaient être suivies par d'autres, louées et imitées. Instagram a connu un succès immédiat auprès des artistes, des designers et des photographes que Systrom lui-même cherchait initialement à impressionner. Et Zuckerberg, quant à lui, ne voulait pas nécessairement les meilleurs utilisateurs. Il voulait le plus grand nombre. Zuckerberg avait créé le plus grand réseau humain jamais pensé avant. Et il a choisi de faire croître cette communauté en modifiant constamment le produit afin d'obtenir une part de plus en plus grande du temps que les gens passaient sur Internet. Mais Instagram avait quelque chose que Facebook ne pouvait pas créer avec un algorithme, le prestige. Bien que Facebook compte 2 fois plus d'utilisateurs, on peut dire qu'Instagram a une plus grande influence sur la façon dont nous voyons ou nous voulons voir le monde. Instagrammable fait désormais partie du langage courant mondial, désignant un moment suffisamment beau pour être posté sur le site. Mais personne ne parle d'avoir une vie beaucoup plus facebookable. Après l'acquisition d'Instagram par Facebook, vous pensez qu'Instagram allait absorber toute la technologie de Facebook, changer la marque et combler tous les vides et tous les problèmes qu'Instagram avait. Mais au lieu de ça, Zuckerberg a décidé de laisser Instagram tranquille. Enfin, du moins pendant les premières années, c'est ce qu'ils ont fait. Facebook a utilisé un algorithme pour examiner minutieusement tous les choix de ses utilisateurs, même ceux qui ne s'inscrivent pas. Chaque like, partage ou clic est enregistré, tout comme les messages tapés mais non envoyés et les noms recherchés par des amis. Pendant ce temps, plutôt que d'observer ses utilisateurs et d'essayer de déterminer leur centre d'intérêt, Instagram a créé un contenu basé uniquement sur les goûts personnels de son équipe de 13 personnes. Ils aimaient choisir des favoris, mettre instantanément certains utilisateurs sous les feux des projecteurs en leur donnant une plus grande audience. Et Zuckerberg était tolérant, jusqu'à un certain point. Son plan à long terme était qu'Instagram commence à vendre des publicités. Mais comme pour Facebook, cela ne pouvait se produire qu'après qu'un réseau soit devenu si précieux pour ses utilisateurs que les publicités ne vont pas les refroidir. Instagram n'était pas opposé à la publicité, tant qu'elle était faite avec art et n'était pas trop évidente. Instagram a commencé à diffuser des publicités fin 2013, mais en les limitant à une seule marque par jour. Et Systrom avait un contrôle strict sur la présentation. Et en 2014, Zuckerberg a décidé qu'il était temps pour l'application de rentabiliser une partie de son prix d'acquisition. Peut-être même que le rachat de 19 milliards de dollars de WhatsApp lui a fait revoir ses plans. Donc au même moment, ils ont commencé à augmenter le nombre de publicités sur Instagram grâce à l'infrastructure de Facebook. Tout ce qu'Instagram avait à faire, c'était de brancher. Et puis boum, ils auraient eu une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Systrom a repoussé cette idée, craignant que trop de publicité ne s'oppose radicalement à l'esthétique d'Instagram. Mais Zuckerberg a forcé Instagram à ouvrir les vannes et à laisser entrer les publicités de toute entreprise aléatoire achetant sur Facebook. Ce fut le premier de nombreux désaccords entre les deux fondateurs. Systrom a rechigné à l'idée de submerger les utilisateurs d'email et de notifications, qui les informaient que chaque photo taguée ou commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. Mais comme Systrom l'apprenait, Facebook voulait de grands chiffres. Il voulait franchir des paliers comme 1 milliard d'utilisateurs pour créer encore plus de connexions entre chaque utilisateur. Instagram a atteint le cap du milliard d'utilisateurs en 2018 et Zuckerberg était heureux de s'en attribuer tout le mérite, déclarant aux analystes lors d'une conférence sur les résultats qu'Instagram avait utilisé l'infrastructure de Facebook pour se développer 2 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait par lui-même. Dans les coulisses, cependant, Facebook traitait Instagram davantage comme la concurrence. Peu de temps après l'annonce des résultats, Zuckerberg a décidé qu'il était temps d'arrêter de tâter le terrain et a ordonné que tous les outils de soutien qui acheminaient la croissance vers Instagram, y compris les promotions dans le fil d'actualité Facebook, soient désactivés.
Comme s'en plaint un ancien cadre d'Instagram, Facebook était comme la grande sœur qui veut vous habiller pour la fête mais qui ne veut pas que vous soyez plus joli qu'elle. 2 mois après que Zuckerberg a déclaré la victoire de la transformation d'Instagram, Systrom et Krieger ont démissionné. Systrom a dit un jour qu'il envisageait l'application comme une échappatoire au reste internet, un endroit où les choses étaient plus belles et où les gens étaient optimistes quant à la vie. Alors que Facebook et Twitter sont largement devenus des exutoires pour le partage de l'actualité, Instagram semble être un répit à cet égard. Mais Instagram reste un réseau social, qui plus est le plus influent. Et avec ça, il y a son lot de côté sombre. Les réseaux sociaux ont tous la fâcheuse tendance à amplifier les problèmes humains. Dans leur absence, Instagram s'est développé de plus en plus en fonction de ce que Facebook veut qu'il devienne, par opposition aux souhaits des fondateurs. Ce qui signifie beaucoup plus d'algorithmes pour suivre et étudier les utilisateurs, et s'assurer qu'ils reviennent pour plus. Ils ont même changé le nom en Instagram de Facebook. Mais Instagram a continué de se porter extrêmement bien, surtout après avoir copié la fonction Story de Snapchat, qui collait extrêmement bien avec Instagram parce que ça permettait aux créateurs de poster un contenu pas du tout perfectionné pour pouvoir un peu faire une dissociation par rapport à leurs posts où ils sont beaucoup plus travaillés. Aujourd'hui, l'application a beaucoup évolué pour ressembler de plus en plus à TikTok, avec les Reels et pousse plus les vidéos, mettant en arrière-plan les photos. L'algorithme a aussi changé pour laisser place dans le fil d'actualité à des posts recommandés, à la place des publications de nos abonnements. Il y a même eu une pétition de plus de 2 millions de signatures pour tenter de redevenir comme avant. Et des célébrités encore plus influentes ont aussi ajouté leur soutien comme Kim Kardashian ou Kylie Jenner. Instagram a évolué en application qui fait plaisir aux annonceurs grâce aux vidéos et aux créateurs, non aux amis. Alors maintenant, Instagram copie de plus en plus les fonctionnalités disponibles sur les autres plateformes de leurs concurrents et ressemble de plus en plus à un réseau social Frankenstein. Et je n'ai même pas parlé de tous les problèmes comme l'hypersexualisation, le cyberharcèlement, etc. Ce sont des problèmes qui sont similaires à TikTok, alors est-ce que c'est le bon choix ou le signe annonciateur de sa chute ?